Bon, j'ai trouvé. Donc, pour vous représenter rapidement le CPIE des Pays de l'Oise, CPIE, ça veut dire Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Nous, on est situé dans l'Oise, comme son nom l'indique. On est situé plus particulièrement dans la ville de Senlis. Et notre territoire d'action est l'ensemble de l'Oise. Les CPIE, c'est un peu particulier comme association, c'est un label associatif. Nous sommes à peu près 80 en France à être labellisés. Pour être labellisé, il faut notamment faire de l'éducation à l'environnement et au développement durable. Donc, vous allez me dire, on voit pas trop le rapport avec ce soir, mais si, parce que moi, je suis spécialisée en santé et environnement, donc ça participe à l'éducation à l'environnement. Et on doit aussi faire obligatoirement de l'accompagnement des territoires, donc conseiller les collectivités locales, euh, que ce soit en matière de gestion environnementale, que ce soit en matière de gestion de la santé en lien avec l'environnement, etc. Et nous, dans l'Oise, notre petite particularité est de proposer aussi de l'expertise naturaliste. Voilà pour la présentation. Pour l'aspect santé-environnement, donc pour rappel, pour ceux qui ne connaîtraient pas, la santé environnementale, ça comprend tous les aspects de la santé humaine, que ce soit de la qualité de vie, et c'est déterminé aussi par des facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Nous, pour notre part, au CPE des Pays de l'Oise, on fait surtout tout ce qui est la partie de sensibilisation aux risques liés à nos produits du quotidien, donc notamment risques chimiques. Et ça, on le fait à travers différentes actions, à travers de la sensibilisation, avec des ateliers, des conférences, des webinaires. On a aussi des publications et on mène aussi, on tient aussi des stands sur l'ensemble du territoire. Voilà pour ma partie présentation. Et maintenant, je vais arrêter de partager mon écran pour que les co-animateurs puissent le partager à leur tour et je vous laisse la main. Oui, euh, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, Oui, très bien. oui. Très Donc bien. Jean-Baptiste Fini. Donc je vais modérer cette session, donc qui s'intitule Perturbations endocriniennes, recherche et réglementation. On a donc l'initiative, comme vous venez de l'entendre, de l'Oise et aussi du groupe d'intérêt des perturbateurs endocriniens de la Société française d'endocrinologie. Et donc, nous allons avoir trois temps. Donc, la présentation du docteur Sakina Maouti-Kodja, la présentation du professeur Ronan Garlantezek et aussi une petite quinzaine de minutes d'échange avec l'auditoire, donc via des questions que je modérerai. Pour vous introduire le premier orateur, le docteur Sakina Motikodja est directrice de recherche au CNRS. Elle travaille dans le domaine de la neuroendocrinologie et de la perturbation endocrinienne. Elle est même présidente du groupe de travail sur les perturbateurs endocriniens à l'ANSES. Elle anime les deux thématiques de la neuroendocrinologie et de la perturbation endocrinienne dans une équipe de recherche à l'Institut de biologie Paris-Seine au sein de l'unité développement, adaptation et vieillissement, dont elle est la co-directrice. Et sa présentation de 20 minutes abordera un bref historique de la recherche sur les perturbateurs endocriniens et leurs critères d'identification sur le plan réglementaire. Eh bien, Sakina, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Alors, j'ai partagé mon écran. Est-ce que vous voyez bien? Oui, oui, c'est bon. Oui, Oui, très bien. parfaitement. Merci. Ok. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vais commencer ma présentation par définir ce qu'est un perturbateur endocrinien avant de passer au volet recherche et réglementation. Alors, la première définition de l'Organisation mondiale de la santé a été établie en 2002. Reconfirmée une dizaine d'années plus tard, et vous allez le voir, c'est ce qui est servi aussi pour mettre en place les critères d'identification au niveau européen, identification des perturbateurs endocriniens. Donc un perturbateur endocrinien, c'est une substance ou mélange de substances qui, une fois entrées dans l'organisme, vont interférer avec le fonctionnement du système endocrinien et induire des effets délétères, néfastes, dans un organisme intact ou chez ses descendants.
Alors, qu'est-ce qu'on entend par système endocrinien et communication endocrine? Donc ici, on a des cellules, peut être donc un ensemble de cellules, des tissus, des organes, qui synthétisent et sécrètent des hormones qui vont aller dans la circulation sanguine, agir sur des cellules, des tissus et des organes cibles qui peuvent être très proches du lieu de sécrétion et de synthèse de l'hormone, mais peuvent aussi être situés beaucoup plus loin. Donc, ces hormones véhiculées par la circulation sanguine vont aller se fixer comme ici, soit sur des récepteurs à la surface des cellules, soit carrément pénétrer à l'intérieur des cellules en traversant la membrane plasmique. C'est le cas, par exemple, des stéroïdes sexuels, œstrogènes, progestérone ou encore glucocorticoïdes et hormones thyroïdiennes. Et là, à l'intérieur de la cellule, ils vont se fixer sur des récepteurs intracellulaires. Dans les deux cas, la fixation de l'hormone à son récepteur va entraîner toute une cascade d'activation qui va aboutir par la suite à la réponse finale. Alors, les hormones, donc vous en connaissez un certain nombre, on en décompte environ une cinquantaine dans l'organisme et qui jouent des rôles divers et variés dans, par exemple, la reproduction, le métabolisme, le développement, la croissance, et j'en passe. Et donc, des rôles qui vont être importants pour certaines hormones dès les périodes développementales et ça va continuer jusqu'à l'âge adulte. Alors, comment un perturbateur endocrinien, donc une substance qui va entrer dans l'organisme, va interférer avec ce système endocrinien. Il peut y avoir différents modes d'action de ces perturbateurs. Ils peuvent altérer la synthèse de l'hormone, sa sécrétion, son transport, son métabolisme dans l'organisme. Ils peuvent également interférer avec la liaison de l'hormone à son récepteur ou encore modifier le niveau d'expression des récepteurs hormonaux. Alors, quelques exemples ici de perturbateurs endocriniens qu'on va trouver dans l'environnement. Alors, il peut s'agir des hormones naturelles, donc qui sont sécrétées par donc des hormones soit naturelles, soit végétales ici, mais la majeure partie des substances chimiques en fait qu'on va trouver dans l'environnement et qui peuvent agir en fait comme perturbateurs endocriniens, ça va être des substances qui ont été fabriquées grâce à l'activité humaine. Alors j'ai mis quelques exemples ici, par exemple du DDT qui est un insecticide organochloré, ici des pesticides biocides comme le tributylétain ou l'atrazine. Alors, le tributylétain, on s'en servait avant pour peindre les coques de bateaux pour éviter le développement d'organismes marins et donc pour qu'ils n'abîment pas les coques de bateaux. L'atrazine, donc c'est un pesticide. Les deux sont en fait des substances anti-androgéniques et par exemple pour le tributylétain, il avait été montré qu'il pouvait inverser le sexe de certains organismes marins. Des retardateurs de flamme, donc ils vont être intégrés dans la fabrication, par exemple, du matériel électronique, de tapis, de canapés, etc., ici, comme les polybromés. Des composés perfluorés, dont vous avez peut-être entendu parler récemment, qui sont imperméabilisants ou qui servent aussi, par exemple, de colle dans le cas du revêtement anti-adhésif des poêles qu'on utilise dans nos cuisines. Ça peut être aussi des alkylphénols. Dans le nonylphénol, je vais présenter un exemple d'effet du nonylphénol et aussi des intermédiaires et des additifs du plastique. Le fameux bisphénol A, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est un intermédiaire dans la fabrication du plastique de type polycarbonate, et les phtalates qui sont des additifs qu'on met dans le plastique pour lui donner de la souplesse. Alors, dans cette petite liste en fait que j'ai mise ici, vous en avez certains qui sont inscrits en rouge. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont interdits. Notamment ceux-là qui sont interdits depuis de nombreuses années, dans les années 70-80. Le bisphénol A a été interdit beaucoup plus récemment, depuis décembre 2024. Alors,
cela, en fait, interdit depuis très longtemps. Et pourquoi j'en parle? J'en parle parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle des polluants organiques persistants. Alors, ce n'est pas le cas du bisphénol A, c'est le cas de ces trois ou quatre substances ici. Euh, Polluants organiques persistants, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dégradés dans l'environnement, on les retrouve encore. Et si on fait par exemple des mesures de détection dans des matrices humaines, les maternelles, liquides amniotiques, etc., eh bien on va les trouver. Alors, qu'est-ce qui va conditionner la vulnérabilité d'un organisme à l'exposition à ce type de Polluant. substances chimiques qui agissent comme des perturbateurs endocriniens? Alors, cette vulnérabilité, elle va dépendre de l'activité de la substance. Est-ce qu'elle agit comme une substance anti-androgénique, Bon, c'est bon, anti-œstrogénique, je vais vérifier. anti-thyroïdienne ou autre? Quelle est la durée et la fréquence de cette exposition? Bien sûr, quand cette durée d'exposition va être très longue, là, on va observer des effets significatifs. Les voies d'exposition. Alors, pour certains perturbateurs endocriniens, par exemple, comme le bisphénol A ou les phtalates, ces voies d'exposition peuvent être multiples, orales, dermiques, par exemple pour le bisphénol A. La dose de la substance et les perturbateurs endocriniens ont cette particularité de pouvoir agir à de faibles doses, un peu comme ce qui se passe pour les hormones endogènes dans l'organisme. Le sexe, beaucoup d'études expérimentales montrent notamment que les effets que l'on va observer peuvent être différents entre mâles et femelles. Et puis, facteur de vulnérabilité qui va être très important, c'est la période d'exposition. Et ici, vous avez ces périodes développementales, pubertaires, qui vont être extrêmement sensibles. Pourquoi? Donc ici, une figure que j'ai empruntée au dernier rapport de l'OMS sur la perturbation endocrinienne, où vous voyez en fait les périodes développementales, postnatales, mais j'inclus également dedans les périodes pubertaires, dans lesquelles vous avez ici les périodes de mise en place d'un certain nombre de fonctions centrales, mais également système physiologique. Et donc, si l'exposition a lieu pendant ces périodes développementales, eh bien, la mise en place de certains de ces systèmes physiologiques peut être altérée et ça peut entraîner des effets à long terme, et notamment chez l'adulte. Cela rejoint le fameux concept de Barker, donc médecin hollandais. Ce concept, en fait, sur les origines développementales de la santé et des maladies, le concept d'OAD. Il avait notamment observé que les mères, en fait, qui avaient subi, en fait, la période de famine de la Seconde Guerre mondiale aux Pays-Bas, eh bien, chez les individus qui sont nés de ces mères-là, à l'âge adulte, il y avait une association avec des maladies cardiovasculaires, métaboliques, cognitives. Donc, ça rejoint cette grande sensibilité de ces périodes développementales à différents facteurs environnementaux, dont l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Alors ici, je vous montre un peu l'évolution de cette recherche depuis le début jusqu'à fin 2024. En fait, ici, c'est une recherche d'articles dans la base de données PubMed en utilisant le mot-clé perturbateur endocrinien. Et vous voyez que le nombre d'articles publiés dans ce domaine de recherche a augmenté énormément depuis les années 90. Les années 90, c'était vraiment le début de la recherche en fait sur les perturbateurs endocriniens. Et ces années 90 sont marquées par des études phares. Je vais vous en présenter deux. Alors cette étude, c'est de l'équipe d'Anna Soto aux États-Unis qui travaillait en fait à l'époque sur les cellules cancéreuses de la glande mammaire, les cellules MCF7. Et cette équipe essayait de comprendre les mécanismes qui mènent à la prolifération de ces cellules cancéreuses en utilisant donc en réponse à l'addition, à la supplémentation en œstradiol. Et en fait, au bout d'un moment, ils ont remarqué que là, vous voyez, chez les contrôles, cette prolifération, elle est très basse et elle augmente énormément quand on ajoute de l'œstradiol. Au bout d'un moment, ils se sont aperçus que dans le groupe contrôle des cellules cancéreuses,
ils n'avaient plus besoin de mettre de l'estradiol puisque cette prolifération en fait était extrêmement importante. Ils ont mené une minutieuse enquête qui les a menés vers en fait les tubes qu'ils utilisaient pour préparer le milieu qui servait pour l'incubation de ces cellules. En fait, ils se sont rendus compte que le fournisseur qui leur vendait ces tubes a changé la composition du plastique et il a intégré dedans le nonylphénol, un des alkylphénols que je présentais tout à l'heure, et qui est maintenant reconnu comme un perturbateur endocrinien œstrogénique. Et donc, en migrant du plastique vers le milieu de culture, il provoque cette importante en fait, prolifération en absence même d'œstradiol. L'une des autres études phares de cette période des années 90, ce sont les travaux de Louis Guillette en Floride. Alors, cette équipe travaillait sur les populations d'alligators. Ils se sont rendus compte qu'une population en particulier, celle du lac Apopka en Floride, présentait un déclin de sa population. Donc, ils ont essayé de comprendre ce qui se passait. Ils ont mesuré notamment ce qui se trouvait en fait dans cette eau. Eh bien, l'eau en fait de ce lac était fortement contaminée par le DDE. DDE, c'est un métabolite du DDT que j'ai présenté tout à l'heure, donc c'est un insecticide. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce lac se trouvait au milieu de champs agricoles et à chaque pluie, lessivage des sols, cette substance allait dans le lac. Donc, eau concentrée en DDE et ils ont montré que cette exposition altérait aussi bien la reproduction mâle que femelle de cette population d'alligators. En fait, si on remonte en fait un peu plus loin dans l'histoire, on se rend compte que la première alerte d'effet de substances chimiques euh, dans l'environnement est due aux travaux de Rachel Carson dans les années 60, qui a publié par la suite ce fameux livre, Le Printemps silencieux, et qui alertait sur les effets de l'exposition chimique, notamment du DDT, sur la mortalité des oiseaux. Et ces travaux, ce livre a eu un énorme écho et ça a permis de lancer la première agence environnementale de protection de l'environnement, agence réglementaire. Alors, quand on revient sur cette recherche sur les perturbateurs endocriniens, on voit qu'elle couvre différents champs de recherche, les mesures des niveaux d'exposition épidémiologiques, des études expérimentales animales, in vitro, etc. Quand on la scrute d'un peu plus près, on se rend compte que beaucoup de publications concernent une petite proportion de substances, les bisphénols A et autres substituts du bisphénol A, les alkylphénols, les phtalates, etc. Et donc, il y a pas mal de substances, soit celles qui ont été interdites il y a longtemps, mais qui sont encore là dans l'environnement, ou encore des substances émergentes qui sortent de ce champ d'investigation. On se rend compte aussi que les systèmes physiologiques les plus étudiés dans cette littérature concernent la reproduction, le neurodéveloppement, le métabolisme, pas mal de tissus d'organes hormonodépendants tels que par exemple le tissu osseux, les glandes surrénales, le système gastro-intestinal ne sont pas encore assez investigués. On se rend compte également que beaucoup d'articles continuent d'utiliser de très fortes doses qui ne sont pas forcément pertinentes pour l'exposition environnementale. En revanche, pour les périodes d'exposition, les périodes développementales, fœtales, néonatales, postnatales et jusqu'à la puberté sont largement couvertes. Peu d'études concernent les effets de mélange. Et en effet, dans l'environnement, on ne va pas trouver qu'une seule substance, mais on va trouver en fait plusieurs. Et par ailleurs, la notion d'exposome qui commence à émerger de plus en plus et peut voir très peu ou pas du tout abordée. La notion d'exposome, c'est le fait d'associer par exemple différents facteurs environnementaux. Ça peut être le stress, augmentation de température, exposition par exemple aux substances chimiques pour voir leurs effets sur la santé. Mais il faut avouer que c'est des choses en fait, que c'est des recherches, des expérimentations qui sont pour le moment assez difficiles à réaliser. Alors, donc ça, c'est ce qui concerne en fait l'aspect recherche.
Maintenant, est-ce que en fait l'usage de ces substances chimiques est réglementé ou non? Comment ça se fait qu'on en trouve en fait dans l'environnement? Alors, au niveau européen, l'usage des substances chimiques est régi par plusieurs types de règlements. Donc, on va trouver différents types de règlements dans lesquels on va trouver euh, également des règlements couvrant la perturbation endocrinienne. Alors, il y a le règlement REACH pour enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques qui contient par exemple un volet substances hautement préoccupantes. Donc on peut classer dans le cadre de ce règlement des substances par exemple chimiques qui ont été identifiées soit pour leur caractère CMR, cancérigène, mutagène, reprotoxique, persistantes et bioaccumulables, ou encore avec des propriétés de perturbation endocrinienne. Deux autres règlements ici couvrent l'usage des phytopharmaceutiques et les produits biocides. Et enfin, le dernier, donc le règlement CLP pour classification, étiquetage et emballage, a introduit plus récemment une nouvelle classe de danger couvrant les perturbateurs endocriniens pour la santé humaine, mais également pour l'environnement. Alors, sur quoi on se base pour classer une substance chimique en perturbateur endocrinien? Alors, toutes les substances chimiques qu'on va trouver dans l'environnement ne sont pas forcément des perturbateurs endocriniens. Donc ça, je pense, c'est important de l'intégrer. On peut avoir une substance chimique qui a des effets sur la reproduction, sur le métabolisme ou autre, sans forcément que ce soit un perturbateur endocrinien. Donc, au niveau européen, on va classer une substance comme perturbateur endocrinien si elle répond à trois critères. Premièrement, il faut que la substance ait un effet néfaste. Donc, entraîne, par exemple, des altérations de la reproduction, développement, métabolisme ou autres systèmes physiologiques. Euh, il faut que la substance ait un mode d'action endocrinien. Souvenez-vous de ce que j'ai présenté tout à l'heure, les différents modes d'action de la perturbation endocrinienne, interférer avec la sécrétion, le métabolisme, la libération d'une hormone, son transport, ou encore avec les récepteurs hormonaux, ou encore avec le niveau d'expression des récepteurs hormonaux. Et puis, troisième critère important, qui n'est pas toujours facile à démontrer, il faut qu'il y ait un lien entre le mode d'action endocrinien et l'effet néfaste. Et sur quoi, donc sur quel type d'études on va se baser pour évaluer ces trois critères? Alors, pour l'effet néfaste, on va se baser sur des études humaines, épidémiologiques quand elles existent. On va utiliser beaucoup d'études en fait expérimentales réalisées in vivo. Par exemple, pour la santé humaine, ça va être essentiellement des études sur les rongeurs. Pour le mode d'action endocrinien, ça va être essentiellement des études in vivo, donc sur des organismes intacts, et des études in vitro. Et pour le lien entre le mode d'action endocrinien et l'effet néfaste, on va plutôt s'intéresser, utiliser des études in vivo, des études expérimentales in vivo. Alors, donc là, cette évaluation pour essayer de démontrer ces trois critères, ça va reposer sur les données disponible. Et donc, la disponibilité et le nombre de données va être très important. Alors, quelles sont ces données? Elles vont être tirées d'où? Ça peut être des tests réglementaires, donc établis par l'OCDE et qui sont utilisés, par exemple, par les déclarants pour étudier la substance qu'ils veulent mettre ou qu'ils ont mis sur le marché. Et puis, ça va être aussi pour beaucoup des études académiques, donc des études effectuées dans les laboratoires de recherche. Alors, quand on regarde cette évaluation, donc réglementée au niveau européen, en fait, elle va surtout s'intéresser aux modalités œstrogéniques, androgéniques, thyroïdiennes et stéroïdogènes. Et beaucoup d'autres modalités en fait endocriniennes ne sont pas forcément couvertes. On s'aperçoit aussi, et donc ça c'est important à savoir, que cette évaluation et cette réglementation se fait essentiellement substance
par substance. Alors, on commence au niveau européen à s'intéresser à l'approche famille, groupe. Ça veut dire quoi? C'est par exemple pour le bisphénol A. Le bisphénol A, en fait, je vais vous montrer ce qu'il en est en termes de réglementation. Il a été interdit, mais il y a eu une utilisation d'autres substituts, de substituts en fait de bisphénol A. Et donc, cette approche groupe, en fait, préconise qu'on puisse réglementer, évaluer une famille et non pas, par exemple, bisphénol par bisphénol ou phtalate par phtalate. Parce que souvent, dans ces substances en fait chimiques, une substance, ben, elle va avoir en fait plusieurs substituts et substances chimiques qui ont une structure en fait très similaire, mais on va les utiliser parce qu'il y a parce que ça manque en fait de bibliographie et d'évaluation, du niveau d'évaluation. Alors, cette évaluation, en fait, elle peut être très longue. En général, c'est jamais quelque chose, en fait, de très rapide, de très systématique. Ici, l'exemple du bisphénol A, sur lequel on dispose d'énormément de données. C'est vraiment l'une des substances chimiques qui a été le plus étudiée. Alors, les premières alertes avaient démarré dans les années 2010-2011 avec l'interdiction dans un premier temps des biberons fabriqués à partir de plastique de cypolocarbonate en France et en Europe, mais outre-Atlantique aussi. Une première évaluation par l'ANSES, donc l'Agence nationale de la sécurité alimentaire, de l'environnement et du travail en France, l'avait classé comme reprotoxique de type 1B. Ensuite, la France a interdit l'utilisation du bisphénol A dans les contenants alimentaires. Pas d'interdiction en Europe, mais c'était plutôt un abaissement de la dose journalière tolérable de 50 à 4 microgrammes par kilo de poids corporel par jour. La dose journalière tolérable, c'est la dose qu'on peut ingérer sans que ça induise d'effets néfastes. Il y a eu une restriction de l'utilisation du bisphénol A dans les tickets de caisse parce qu'on s'était rendu compte qu'il pouvait traverser la voie dermique. Et puis un deuxième rapport de l'ANSES qui avait permis de classer le bisphénol A comme substance hautement préoccupante. Pourquoi? En raison de son activité de perturbation endocrinienne et du coup qui entraîne des effets néfastes sur la glande mammaire, la reproduction femelle, le système nerveux central, notamment sur les processus d'apprentissage et de mémoire et sur le métabolisme. Sur la base d'études sur le système immunitaire, l'EFSA a abaissé encore cette dose journalière tolérable à 0,2 nanogrammes par kilo de poids corporel par jour. Et fin 2024, on a pris l'interdiction en Europe de l'utilisation du bisphénol A dans les contenants alimentaires. Donc ça, c'est au niveau européen. Qu'en est-il en fait au niveau national? Alors, l'évaluation des perturbateurs endocriniens au niveau français, c'est régi par la réglementation européenne. Mais en fait, ce que je voulais montrer ici, c'était les initiatives au niveau national sur les perturbateurs endocriniens. Alors, depuis 2015, il y a des stratégies nationales sur les perturbateurs endocriniens. Donc, la première stratégie a démarré en 2015, la deuxième en 2019. Le but de ces stratégies nationales, c'est de informer, former notamment les professionnels de santé, informer les consommateurs, protéger l'environnement et les populations en agissant sur les écosystèmes, et puis améliorer les connaissances en accélérant la recherche, et notamment les impacts des perturbateurs endocriniens sur la santé. Alors j'ai mis ici, j'ai listé quelques réalisations dans le cadre des SNPE. Par exemple, la création d'une plateforme Paper. Cette plateforme publique-privée a pour but en fait de mettre en place et de valider des méthodes de caractérisation des perturbateurs endocriniens. Vous avez le lien ici. L'ANSES notamment été chargé par mettre en place une liste de substances d'intérêt qui peuvent être évaluées pour leur potentielle activité endocrinienne. Il y a eu aussi la mise en place, l'établissement d'une méthodologie de caractérisation des perturbateurs endocriniens. Il y a eu des cohortes
et des enquêtes effectuées par Santé publique France pour recueillir des informations sur l'imprégnation de la population concernant certains perturbateurs endocriniens. Et puis dans le cadre de la loi AGEC, dont vous avez sûrement entendu parler, loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, il y a notamment ce scan for Chem, en fait un QR code que vous pouvez aller voir et qui sert à identifier, en tout cas à savoir si l'article que vous voulez acheter, vêtements, chaussures ou autres, contiennent des substances qui sont inscrites au niveau européen dans cette liste SVHC, substances hautement préoccupantes. Et cette initiative, en fait, destinée aux parents sur les 1000 premiers jours, et donc cette grande sensibilité des périodes in utero et des premières années de l'enfance, et qui donc cite ici, qui a été mise au point par Santé publique France et les ministères de tutelle pour informer les parents et donc donner des conseils. Alors, ces stratégies ont été évaluées par les inspections générales, notamment des affaires sociales, de l'environnement et du développement durable. Ici, donc, ce que dit ce rapport de ces inspections générales qui est sorti en juillet 2024, oui, c'est ça. Donc, le bilan, en fait, reste modeste, avec des champs faiblement couverts, notamment en recherche clinique, sciences humaines et sociales, en surveillance environnementale, surveillance des produits de consommation, etc. C'est un rapport qui est accessible à tout le monde et donc vous pouvez aller le lire. Cette évaluation a permis également de faire des recommandations, notamment en faisant des préconisations pour accélérer la recherche sur les effets mélange, cocktail, l'impact sur la biodiversité, la remédiation et la restauration de l'environnement, accélérer la recherche dans les domaines en fait, qui ne sont pas encore couverts, accélérer le rythme de l'évaluation, informer le consommateur, coupler la surveillance environnementale et sanitaire, et puis avoir un budget ambitieux, pluriannuel, en fait, pour toutes ces actions, et pour tendre vers un système de zéro exposition aux perturbateurs endocriniens, il y a besoin également de revoir la réglementation européenne avec une refonte du règlement REACH. Alors, je vais arrêter là juste en montrant en fait cette diapositive avec une seule santé, parce que c'est important donc de s'intéresser à la santé humaine, mais aussi la santé animale et la santé de l'environnement qui vont toujours ensemble. Voilà, merci. Merci beaucoup, Sakina. Merci pour cette passionnante mise en abîme sur l'ensemble de ce qui s'est passé depuis 35 ans maintenant. Et puis, on va garder des questions pour tout à l'heure. Et je vais donc introduire le professeur Ronan Garlantezec, qui est professeur des universités, praticien hospitalier à l'université et au CHU de Rennes, co-responsable du Centre de prévention des risques reprotoxiques en Bretagne, où il coanime une équipe de recherche en épidémio et sciences de l'exposition en santé environnementale au sein de l'unité INSERM 1085 à l'IRSET. Et donc, il va nous présenter pendant 25 minutes les exemples d'études épidémiologiques sur le lien entre exposition environnementale aux produits chimiques et les anomalies de la reproduction et du développement, et donnera quelques outils utiles aussi pour pour prendre en compte les expositions dans les stratégies de prévention. Donc, eh bien, je vous laisse quand vous voulez. Partager l'écran peut-être en format diaporama. Ah zut, moi je suis en format diaporama, alors attendez. Il faut juste switcher en haut dans Réunion, je crois. Il y a une nouvelle modalité sur mon... Ah, zut. Est-ce que là vous le voyez en diaporama? Sinon Oui. c'est une modalité. Oui, c'est bon. Ouais. Oui, c'est bon, parfait. Merci. Ok, écoutez, merci beaucoup. Donc je vais essayer de raccourcir mon temps plutôt autour d'une vingtaine de minutes parce que je pense qu'il y avait une phase de questions-réponses. Donc effectivement, vous m'avez présenté. Merci de m'avoir invité. Donc moi, c'était simplement pour, dans le prolongement de ce que vous avez été présenté par Sakina, c'est de vous expliquer un petit peu comment s'effectuent les recherches dans mon domaine. Donc moi, je fais de l'épidémiologie. Donc en fait, l'épidémiologie, c'est complémentaire aux approches expérimentales.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on est dans des situations d'observation, dans des populations humaines. Alors, on a tout un tas de différents schémas d'études. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est d'étudier les associations entre des expositions, ici les perturbateurs endocriniens, et un ou plusieurs maladies ou paramètres de santé. Donc pour cela, en fait, on s'appuie sur des hypothèses, on va définir des expositions, avec toujours une phase qui est assez compliquée chez nous, c'est le choix de cette mesure d'exposition. Je vais vous en dire un mot tout à l'heure. Et puis, on va définir les maladies, les paramètres de santé étudiés. Puis on inclut des personnes avec tout ça, on recueille des informations et puis on va faire des analyses statistiques qui peuvent être assez complexes, où on va prendre en compte ce qu'on appelle dans notre jargon des facteurs de confusion, des tiers facteurs qui peuvent être liés à la fois aux expositions et aux maladies. Et au final, on va mesurer une association statistique. Et cette association statistique, elle n'est pas de la causalité. Et on a besoin, pour discuter de la causalité, de discuter de la plausibilité biologique. Donc, on s'appuie sur les études expérimentales, un corpus de connaissances scientifiques de bonne qualité et de la cohérence. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, comme l'a très bien dit Sakina, c'est qu'on n'étudie pas les mécanismes ou les modes d'action dans les études épidémiologiques. Et donc, il y a toujours nécessité d'un dialogue entre les disciplines. Alors, je voulais vous présenter simplement un exemple d'une étude sur laquelle on travaille, nous, en Bretagne, depuis les années 2002-2025. C'est la cohorte Pélagie, qui est une cohorte mère-enfant, dont l'objectif très général était d'étudier l'impact des expositions aux contaminants chimiques et environnement ou dans des circonstances professionnelles pendant la grossesse et l'enfance. Donc pour cela, en fait, on a inclus près de 3500 femmes enceintes en début de grossesse entre 2002 et 2006 dans 3 départements bretons. Et puis, on a suivi ces enfants, à commencer bien évidemment par la grossesse. On avait recueilli des questionnaires, des urines. On a pu doser des perturbateurs endocriniens, comme par exemple les fameux polluants organiques persistants dont vous a parlé Sakina tout à l'heure, mais aussi d'autres substances chimiques qui n'ont pas forcément un mécanisme d'action de perturbation endocrinienne. On a des questionnaires assez détaillés. Et puis, on a suivi les femmes jusqu'à la naissance, où on recueille des données médicales, que ce soit avec des gynécologues, obstétriciens ou des pédiatres. On a recueilli du sang du cordon, des placentas, des cheveux. Tout ça, c'est collecté et présent dans des congélateurs chez nous. Puis, au fur et à mesure, on dose certaines familles de polluants. Puis on a suivi aux 2 ans, aux 6 ans, les enfants, où il y avait des tests neuropsychologiques, des prélèvements urinaires et salivaires, et puis un recueil de poussière à la maison. Entre 9 et 16 ans, on a bien sûr fait un suivi à la puberté avec la croissance, la masse grasse, la santé comportementale, et puis la mesure des indicateurs de la puberté, puis des prélèvements de sang et salivaires. Et puis là, on vient de finir le suivi aux 17-19 ans de la cohorte Pélagie avec 400, un peu plus de 400 jeunes qui sont venus à l'unité d'investigation du CHU de Rennes pour suivre la santé cardio-métabolique notamment, mais aussi d'autres indicateurs de santé au jeune âge adulte. Donc ces cohortes, c'est vraiment des outils très puissants pour étudier les origines développementales de la santé, comme l'a évoqué Sakina tout à l'heure. Alors, à partir de ces cohortes, là, on peut étudier tout un tas d'expositions, les polluants organiques persistants qui sont des perturbateurs endocriniens, mais aussi, vu qu'on est en situation d'observation, d'autres familles chimiques, les solvants organiques, des pesticides, dont certains n'ont pas de mécanisme de perturbation endocrinien, mais aussi tout un tas d'autres expositions. Et en fonction des hypothèses, l'intérêt, c'est qu'on peut étudier le délai nécessaire à concevoir pour les femmes qui sont enceintes, la présence de malformations congénitales, la croissance intra-utérine ou postnatale, ou encore des échelles de développement neurocognitif un peu plus tard dans la vie. Donc ça, c'est franchement au niveau de différents types d'hypothèses, on étudie différents paramètres en fonction des molécules qu'on souhaite étudier. Alors, la grande difficulté, je voulais pointer ainsi les choses, c'est qu'en épidémiologie environnementale, on peut étudier tout un tas
de méthodes d'évaluation des expositions. Et ça, c'est vraiment un champ de recherche en soi. On peut utiliser des questionnaires, des données sur les sources, des mesures d'exposition personnelle avec des dosimétries, par exemple, mais aussi beaucoup des dosages de biomarqueurs d'exposition, c'est-à-dire qu'on mesure des molécules chimiques dans le sang, dans les urines, dans le lait. Et le travail d'épidémiologiste, ça va être de choisir l'une ou l'autre de ces méthodes en fonction de leurs avantages, de leurs inconvénients, mais aussi de la faisabilité et des coûts. Alors ça, c'est important parce que notamment, c'est assez simple de mesurer des polluants organiques persistants, puisqu'ils sont assez stables dans les matrices telles que le sang, par exemple. Mais ça devient beaucoup plus compliqué quand on s'intéresse à des polluants non persistants. Et là, c'est un exemple avec plusieurs perturbateurs endocriniens. Vous voyez le bisphénol A, donc il a été question tout à l'heure, puis certains parabènes. Vous voyez que chaque couleur symbolise une molécule et qu'il y a une grande variabilité en fonction des journées et à l'intérieur des journées également. C'est leur principe, c'est que ce sont des polluants des polluants non persistants, donc c'est avec une très grande variabilité. Donc la difficulté, c'est de bien regarder dans le temps, avoir une image fidèle de l'exposition. Et donc, dans nos champs de recherche, il y a aussi le fait de mesurer plusieurs fois au cours du temps et de collecter différents échantillons d'urine, par exemple, pour avoir une mesure fidèle de l'exposition. Et donc, ça rend extrêmement compliqué le recueil de données dans nos études. Alors, en point de discussion un petit peu sur cette introduction aux études épidémiologiques, c'est que, comme je vous l'ai dit, nous, on est dans une science de l'observation. C'est vraiment très complémentaire des approches mécanistiques ou plus fondamentales, et ça soulève un certain nombre de questions. Par exemple, dans pélagie, on a pu s'intéresser à certains polluants organiques persistants, qui sont pour la plupart d'entre eux des perturbateurs endocriniens, ou certains non persistants comme phtalate et bisphénol A. Mais on s'est aussi intéressé aux éthers de glycol, par exemple, qui ne sont pas connus pour être des perturbateurs endocriniens et qui ont pourtant, dans ce de nos résultats, des associations avec des issues de santé qui peuvent être liées, dans certains cas, à de la perturbation endocrinienne. Par exemple, l'acide phénoxyacétique, qui est le métabolite du phénoxyéthanol. Alors, le phénoxyéthanol, c'est le cosmétique qui est très utilisé dans les cosmétiques comme conservateur. C'est le conservateur le plus utilisé en Europe actuellement. Et donc, cet acide phénoxyacétique, qu'on retrouve dans plus de 95% des urines des femmes de pélagie en début de grossesse, on l'a trouvé associé à un allongement du délai nécessaire à concevoir, mais aussi à des modifications des hormones stéroïdiennes, avec toute une voie qui était impactée notamment chez le garçon, avec la voie du delta 4 androsténédione, et puis aussi à des modifications de la compréhension verbale assise dans les enfants. Et bien, ces anomalies, ces modifications, en fait, souvent, on peut les retrouver aussi dans des mécanismes de perturbation endocrinien. Pourtant, là, il n'y a pas de données sur ce mode d'action-là pour l'acide phénoxyacétique. Donc, toujours pour soulever l'idée de l'importance de ce dialogue entre disciplines, la toxicologie et l'épidémiologie. Et puis, toutes ces études, en fait, ça entraîne de nouvelles questions et ces cohortes mère-enfant sont extrêmement précieuses, donc on a finalisé un suivi à la puberté, au jeune âge adulte avec la santé cardio-métabolique, mais il y a des volontés d'aller plus loin pour continuer à suivre ces enfants, voire les mamans qui approchent de la périménopause actuellement. Et puis, il y a un autre challenge important qui vous a été évoqué tout à l'heure, c'est ces approches exposomiques, comment dans les études épidémiologiques, on prend en compte les analyses d'exposition multiples. Alors, un exemple d'étude exposomique, c'est le projet ELIX, dont l'objectif est de mesurer et d'écrire de multiples expositions environnementales pendant la grossesse et l'enfance, et d'étudier le lien entre ces expositions, des signatures omiques et des effets sur la santé des enfants. Donc, en pratique, ce projet européen, en fait, il s'appuie sur 6 cohortes mère-enfant, comme la cohorte pélagique que je vous ai présentée tout à l'heure. Et puis, c'est des données qui étaient préexistantes et ils ont fait un suivi standardisé pour les enfants âgés de 6 à 11 ans sur 1301 paires mère-enfant où ils ont effectué différentes mesures.
Alors, ils ont pu mesurer des éléments avec des perturbateurs endocriniens comme les phtalates ou les phénols dont il était question, les polluants organiques persistants, mais aussi d'autres polluants qui n'agissent pas forcément comme perturbateurs endocriniens, qu'ils ont pu mesurer dans des matrices humaines, mais aussi des facteurs comme la pollution de l'air, le contact avec les espaces naturels, le bruit, le trafic routier. Et donc au total, ils étudient de façon concomitante une centaine d'expositions pendant la grossesse et pendant l'enfance. Alors bien sûr, ces études, elles sont extrêmement compliquées. C'est les premières études sur l'exposome, avec des développements méthodologiques et des outils statistiques que je vais passer naturellement dans le cadre de cette introduction, mais il y a un intérêt vraiment à aller vers ce type d'études pour encore un peu plus comprendre les liens entre environnement et anomalies de la reproduction et du développement. Alors, voilà ce que je voulais vous dire sur ces éléments pour ces études épidémiologiques qui sont, comme on l'a dit tout à l'heure, complémentaires des approches expérimentales, où on ne s'intéresse pas aux mécanismes d'action dans ce cadre-là, mais ça donne des indications intéressantes et importantes sur les effets sanitaires en vie réelle, avec la complexité des mesures d'exposition et des co-expositions qui arrivent dans la vie de tous les jours. Alors, en complément, dans les quelques minutes qui restent, je voulais aussi introduire la notion de prévention. En fait, comme on a pu le voir, en fait, depuis une trentaine d'années, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites de liens entre exposition environnementale et anomalie de la reproduction et du développement, avec certaines présomptions fortes, voire des certitudes pour certaines expositions. Dans d'autres cas, c'est toujours des recherches qui sont en cours. Et en fait, il y a une nécessité de bien prendre en compte l'environnement. Alors ça, c'est pas seulement un médecin de santé publique qui vous le dit, c'est aussi la Fédération internationale de gynécologie obstétrique qui a fait un position statement, c'est-à-dire une position de cette société savante pour affirmer la nécessité de prendre en compte la santé environnementale dans les soins, pour améliorer les politiques de prévention, mais aussi nécessité de mieux former les professionnels de santé. Et dans ce cadre-là, c'est vrai quand on parle de santé-environnement, notamment dans le cadre des anomalies de la reproduction et du développement, en fait, pour la prévention, c'est pas forcément une approche par mécanisme d'action, c'est qu'on va plus travailler non pas sur les molécules, mais sur les sources d'exposition. Et en fait, quand on a des études d'intervention, qui sont des études d'épidémiologie aussi quelque part, qui ont montré que les études d'intervention, ça marche. Ça, c'est un exemple d'une étude qui visait à réduire l'exposition aux phtalates, aux parabènes et aux phénols. Donc, à partir d'un échantillon de 100 jeunes filles latino, ils ont donné des cosmétiques et des produits de soins sans ces molécules-là. Et ce qu'ils ont observé avant-après, c'est une diminution importante de la plupart des métabolites de ces perturbateurs endocriniens. Alors, en pratique, qu'est-ce qu'on peut faire? En pratique, et d'une façon schématique, je pense que pour tous, les personnes en âge de procréer ou les femmes enceintes et les jeunes parents et les enfants, avec des fenêtres de vulnérabilité que vous a énoncé tout à l'heure Sakina, il y a vraiment une nécessité de sensibiliser, d'informer sur les usages favorables et défavorables et de travailler sur les représentations. Et puis, il y a sûrement aussi des cas particuliers où là, on a besoin d'aller plus loin. C'est des consultations plutôt d'expertise et de recours. Et je vais vous donner un exemple un petit peu de ces centres d'évaluation des expositions et de prévention plus ciblés. Alors, comment agir? En fait, en préalable, c'est que, voilà, faut toujours hiérarchiser les conseils de prévention. Bien sûr, pendant la grossesse, il y a tout un tas de choses, tabac, alcool, les toxiques. Et donc, les messages de prévention, ça doit s'inscrire vraiment dans une logique d'hygiène de vie globale pour ne pas être contre-productif. Et c'est beaucoup plus facile de parler des sources d'exposition plutôt que des substances spécifiques, parce qu'il y a une centaine de milliers de substances chimiques. Et des fois, c'est des perturbateurs endocriniens, des fois, c'est des substances reprotoxiques par d'autres mécanismes. Peu importe, pour agir, on n'a pas besoin de connaître précisément les mécanismes, mais de travailler effectivement sur ces sources d'exposition.
Alors en pratique, pour les professionnels de la périnatalité, c'est vrai qu'il y a de nombreux messages de prévention sur un temps très contraint, et donc importance de sensibiliser pour répondre aux questions sans être culpabilisant, ça je pense que c'est important, et nécessité d'avoir des sources fiables d'informations pour les praticiens et pour les couples, les jeunes parents. Alors pour les praticiens, moi je recommande vraiment les recommandations de bonnes pratiques cliniques élaborées par le Conseil national des sages-femmes en 2021, qui ont essayé de définir les messages et les interventions prioritaires et secondaires à délivrer aux femmes ainsi qu'aux pères et qu'aux parents par les professionnels de la périnatalité. Donc ils ont fait tout un effort d'expertise avec des groupes de travail. Là, vous voyez, ils ont travaillé sur les comportements maternels, les comportements alimentaires, mais aussi l'exposition domestique aux agents toxiques pour la grossesse et le développement, en hiérarchisant les messages de prévention. Vous voyez, par exemple, pour la période préconceptionnelle, il y a les substances psychoactives en premier lieu, l'alimentation, l'activité physique, et puis ensuite travailler sur les expositions aux agents chimiques en donnant des exemples précis. Et en fonction des fenêtres de vulnérabilité, eh bien, il hiérarchise un petit peu différemment les messages de prévention à hiérarchiser en donnant des conseils de prévention intéressants à communiquer auprès des professionnels. Pour le grand public, les femmes enceintes, il y a différents exemples qui existent. Là, je vous ai donné l'exemple du réseau périnatal breton qui a élaboré un recto verso qui est donné dans toutes les maternités de Bretagne avec vraiment, donc qui s'intitule Agir au quotidien pour un environnement plus sain, avec des choses très basiques en travaillant sur les sources. Par exemple, pour les produits d'hygiène et de cosmétiques, je réduis l'usage des cosmétiques quand c'est possible. Je préfère des produits simples, liste d'ingrédients courte et sans parfum. Et en bleu clair, ils expliquent un petit peu pourquoi. De nombreux cosmétiques contiennent des ingrédients nocifs pouvant pénétrer dans l'organisme par la peau et par l'inhalation, etc., etc. Et donc, c'est de travailler vraiment sur les usages, les sources d'exposition plutôt que les molécules, parce que c'est purement et simplement impossible à savoir connaître tout sur les différents types de substances chimiques auxquelles on est bien sûr exposé. Alors, il y a le site des 1000 premiers jours que vous a évoqué Sakina. Ça, c'est aussi un site très intéressant sur lequel on peut travailler en cliquant sur la cuisine pour avoir des idées sur ces sources de contamination et qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter l'exposition et ainsi réduire potentiellement les risques. Et ça, c'est un site qui est vraiment de référence, qui est extrêmement bien fait, avec des gens qui travaillent beaucoup en éducation sur la santé pour travailler sur les représentations. Alors ça, c'est des outils qui sont pour l'ensemble de la population, à la fois les professionnels pour se former et communiquer auprès des couples sur les usages et les bons gestes à adopter. Et puis, depuis quelques années, il y a aussi des consultations plus, on va dire, d'expertise, comme par exemple le réseau Prévenir. Donc ce réseau Prévenir pour prévention, environnement et reproduction, c'est un réseau de différents CHU qui travaillent en lien avec des outils communs pour étudier et évaluer les risques reprotoxiques environnementaux, professionnels et extra-professionnels, que ce soit des PE ou pas des PE d'ailleurs, et accompagner les couples avec des conseils de prévention ciblés. Et donc, en fonction des centres, on va s'intéresser à des critères de prise en charge. Vous voyez que c'est des choses très spécifiques, par exemple les troubles de la fertilité, ou alors des femmes qui ont des fausses couches spontanées répétées, certains types de malformations congénitales, les morts fœtales in utero, la prématurité avant 32 semaines, etc. Donc, en fonction des critères et en fonction des centres, on va travailler pour évaluer les risques et donner des conseils de prévention ciblés. Donc, à Rennes, moi, je suis co-responsable du centre Près2B, qui est maintenant commun au CHU de Rennes et au CHU de Brest, où tous les couples qui consultent pour infertilité à Rennes et Brest, on leur propose, dans le cadre de leur parcours de soins,
une consultation où on va faire de l'évaluation des risques et de la prévention ciblée. C'est un partenariat entre mon service, le service de santé publique, le service d'ANP et le service de pathologie professionnelle et de médecine environnementale. Et il y a une interface très forte entre la prévention, l'expertise et la recherche. Donc, dans le cadre de leur parcours de soins, en fait, on va recevoir les deux membres du couple. Il y aura un auto-questionnaire qui est fait pendant la consultation, puis des sages-femmes les reçoivent pendant environ 1 heure et demie avec un guide d'entretien préétabli. On va poser un petit peu le cadre de la consultation en rappelant la prise en charge et son objectif. C'est pas de s'assurer d'un lien de causalité, c'est plutôt de prendre en compte de façon globale l'environnement. On va bien sûr recueillir les antécédents médicaux et le parcours d'ANP, puis on va faire un interrogatoire entre guillemets environnemental en recueillant les habitudes de vie, avec les consommations de toxiques, mais aussi les éléments sur l'environnement professionnel et extra-professionnel, avec les postes occupés et les tâches au niveau professionnel. On va rechercher à partir de cela les agents reprotoxiques et lors de l'entretien, il y a des conseils de prévention qui seront faits avec une orientation vers des consultations spécialisées comme par exemple le tabac, l'alcool, les nutritionnistes, puis des rappels de précaution et des documents de prévention qui sont remis. Ensuite, il y a une expertise des expositions qui est faite par un ingénieur en santé et environnement. Puis on rédige un compte-rendu avec un résumé des expositions, des recommandations aux facteurs de risque d'infertilité individuelle et médicaux. Et puis on hiérarchise les recommandations en prioritaire, que ce soit des recommandations professionnelles ou extra-professionnelles. Et puis ensuite, c'est plutôt des principes de précaution. On valide ensuite ces comptes rendus en staff multidisciplinaire et on envoie le compte rendu au couple et au médecin d'ANP, plus ou moins le médecin traitant. Alors pour conclure, moi je voulais simplement dire qu'il y a vraiment une importance de cette prévention, qu'il faut hiérarchiser les messages de prévention. Pour les femmes et hommes en âge de procréer, il y a ce site des 1000 premiers jours avec les fiches de certains réseaux périnataux. Et puis, pour les professionnels de santé, c'est de travailler sur des sources d'informations fiables, des recommandations qui existent et certaines formations qui sont très bien faites, par exemple celle de l'École des hautes études en santé publique, et puis qu'il y a nécessité d'avoir des centres de recours, comme ces centres spécialisés que je vous ai présentés, voire dans certains cas, bien sûr, l'expertise des médecins du travail. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, merci Ronan, merci Sakina. Alors, je vois pas forcément de questions dans le chat. On est presque à l'heure. Moi, j'ai quand même une question pour vous deux. On voit en fait que la recherche avance beaucoup plus vite, en tout cas souvent beaucoup plus vite que la réglementation. Et donc, qu'est-ce qui, selon vous, pourrait améliorer en fait ce dialogue entre recherche et institut public, ou peut-être promouvoir certaines actions qui existent déjà? Alors, je peux peut-être commencer. Quand tu dis, Jean-Baptiste, en fait, que ça avance vite, en fait, ça dépend. Parce qu'en fait, souvent, c'est une fois que les substances, en fait, sont dans l'environnement, que en fait les études, en fait qu'il y a des alertes et qu'on commence en fait à travailler dessus dans les laboratoires. Moi, je dirais que en général, en fait, il y a du retard sur les substances en fait qu'on va déjà trouver dans l'environnement. Et en fait, du coup, après, voilà, voilà, il faut en fait des années et des années pour établir, par exemple, les 3 critères dont j'ai parlé tout à l'heure concernant les perturbateurs endocriniens. Donc, plutôt des tests plus poussés Plus avant la mise précoce, sur le c'est-à-dire marché. que oui, oui, parce qu'en fait, si j'ai bien compris, en fait, les industriels, en fait, ils peuvent mettre sur le marché une substance sans l'avoir forcément testée en fait au préalable. C'est quand il y a des alertes seulement, en fait, qu'on va commencer en fait à s'intéresser et en fait à évaluer en fait la substance. En fait, ce qu'il faudrait, c'est vraiment évaluer systématiquement les substances en fait avant leur mise en fait sur le marché. On est d'accord. Et Ronan, alors soit la même question, soit peut-être plus axée sur les actions de prévention.
C'est-à-dire que on voit en fait de plus en plus de prévention, en tout cas d'outils qui sont mis en place et que vous en avez décrit certains. Est-ce que c'est la seule issue en fait? C'est-à-dire on va être obligé de faire que de la prévention parce que les personnels de santé sont pas formés parce que c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup de retard, ou est-ce qu'on peut mettre en place plusieurs choses en parallèle? Oh là! Alors, juste pour répondre à la première question en complément, c'est vrai que euh, les liens recherche, expertise, prévention, ils existent quand même et ils se développent. Sakina, elle est experte à l'ANSES. Nous, dans l'équipe de recherche, il y a beaucoup de chercheurs qui participent à des groupes de travail à l'ANSES pour diffuser et aider à implémenter les politiques publiques. Donc ça, c'est important. Est-ce qu'on est obligé d'aller toujours vers euh, euh, est-ce qu'il y a que la prévention? Je pense que la prévention elle est très complémentaire en fait, parce qu'on voit qu'on ne sait pas tout. Comme l'a dit Sakina, il y a nécessité idéalement d'aller vers des tests en amont, mais et même s'il y a des tests en amont, je pense qu'il y aura toujours besoin d'études en population. C'est un peu comme le médicament, par exemple, où on fait des tests de sécurité, mais maintenant on voit que la pharmacoépidémiologie, c'est hyper important pour voir en vie réelle les choses. Donc il y a vraiment nécessité d'avoir les deux, à la fois la recherche et d'implémenter aussi ces stratégies de prévention, où même si on ne connaît pas tout sur les substances chimiques, leur mode d'action, que ce soit perturbateurs endocriniens ou autres, je pense que c'est vraiment des bons gestes qui sont relativement simples à avoir dans l'environnement et qui peuvent aider à diminuer les niveaux d'exposition et donc quelque part, secondairement, diminuer les risques. Très bien. Bah, je vous remercie vraiment tous les deux pour ces vues complémentaires. Et alors, je ne vois toujours pas de questions. De toute façon, on a dépassé le temps, donc bah, je vais vous remercier. Je vais peut-être laisser le mot de la fin à l'organisatrice aussi, Sarah Bonenfant. Et puis remercier aussi l'ensemble des participants parce que je pense qu'ils sont tous restés bien connectés. Et donc voilà, merci pour ces vues, pour ces raisonnements et puis l'importance mise en avant de la recherche, de la prévention sur ces thématiques-là. Merci également à tous les trois pour votre participation et la qualité de vos présentations. Comme vous le savez, enfin tous les trois, on a eu des échanges. Ça fait de nombreuses années qu'avec le CPE, j'essaye de travailler avec des professionnels de santé. Et du coup, je suis super heureuse ce soir d'avoir enfin réussi à réaliser ce partenariat. Et j'espère que du coup, pour la suite, ça va continuer. Voilà, donc merci beaucoup, merci à tous les participants. Et puis, n'hésitez pas à partager aussi autour de vous le replay de ce webinaire, parce que ça fait partie aussi des actions de prévention qu'on a évoquées et c'est très important. Merci à tous et à très bientôt, j'espère. Merci, bonne soirée à toutes et à Merci, au revoir. tous. Bonne soirée. Au revoir.